Alors, l'identité numérique et e-citoyenneté, hein, c'était le thème identité numérique, citoyenneté. Les identités numériques, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tous les cas, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau de mon opérateur télécom, au niveau de ma banque, au niveau du téléphone de mes enfants, si c'est écrit maman, voilà. Donc, des identités numériques, il y en a foultitude. Et par contre, comment est-ce que tout ça peut devenir un support au service d'e-citoyenneté? Alors, pour définir tout ça, Alain Ducasse, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de l'identité numérique et nous donner ses enjeux pour vous, globalement, et peut-être plus particulièrement en Afrique? Merci, bonjour. Dans l'esprit de tout le monde, l'identité numérique, c'est la carte d'identité numérique biométrique de la CEDEAO, par exemple. C'est une notion qu'on a tous. Seulement, ce n'est pas forcément un support de carte à puce. Si on prend l'Azerbaïdjan, ils ont mis l'identité numérique dans la carte SIM du téléphone. Si on prend l'Inde, l'identité numérique, c'est un simple numéro qu'on donne aux gens. Il n'y a pas de support. On leur donne juste le numéro et c'est leur identité numérique. Et puis, ce n'est pas forcément biométrique non plus. Quand vous avez la carte SIM de votre téléphone, vous n'avez pas vos données biométriques à l'intérieur. Quand vous avez votre carte vitale pour la sécurité sociale en France, vous n'avez pas de données biométriques. Quand vous laissez des traces sur Internet, vous avez votre identité numérique, mais on n'a pas de support, c'est très immatériel. Et puis, on parle de l'identité numérique des personnes, mais quand on va chez les agriculteurs en France, il y a des puces RFID sur les oreilles des vaches pour que, quand on leur donne à manger ou qu'on va les traire, on sache que c'est bien cette vache-là et pas la voisine. Et puis aujourd'hui, on a l'Internet des objets, avec autant d'objets connectés que d'humains, donc on a aussi l'identité numérique des objets. Donc on voit qu'on est dans un domaine complexe, où on pourrait parler longtemps, et donc je vais revenir à la définition qui est donnée dans le règlement européen eIDAS. Et donc ils disent, on entend, d'ailleurs non pas comme identité numérique, mais comme identification numérique, le processus consistant à utiliser les données d'identification personnelle sous une forme électronique qui représente de manière univoque une personne physique ou une personne morale. Voilà un petit peu l'écosystème. Et quand on parle d'identité numérique, on se rend compte que si on ne fait pas attention, on peut vite avoir des quiproquos les uns les autres. Alors les enjeux. L'identité numérique dans des pays, et surtout dans des pays africains où il n'y avait pas forcément d'adresse, pas forcément des noms patronymiques normés, est fondamentale pour tous les processus administratifs. D'abord, les élections, les fichiers de contribuables, les fichiers de population, les fichiers de santé, et puis pour tout le domaine des affaires avec la base des transactions électroniques. Et donc, c'est une force importante qui permet des gains importants. Dans la fonction publique, plusieurs pays, après avoir recensé les fonctionnaires de manière univoque avec de l'identité numérique, ont fait des gains de 20 à 30% de la masse salariale en éliminant les travailleurs fantômes ou ceux qui avaient plusieurs emplois à plein temps dans plusieurs ministères. Et puis, ça permet aussi de cibler beaucoup mieux les aides. Dans beaucoup de pays, il y avait des aides sociales et on se rendait compte qu'elles n'arrivaient pas forcément aux bonnes personnes et il y a des gains énormes. Il y a aussi des faiblesses. C'est que des identités numériques, on en a beaucoup. On voit beaucoup de pays où c'est le ministère de l'Intérieur qui lance l'identité numérique, mais ce n'est pas la même identité qui va servir pour les étudiants du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas la même identité que celle qui va servir pour la santé. Ce n'est pas la même que celle qui va servir pour les impôts. C'est comme en France. Voilà, tout à fait. Et puis, c'est quelque chose qui peut coûter cher, et d'autant plus cher qu'on va en faire plein de différents. Alors, il y a des opportunités en ce moment, des volontés politiques, des financements des bailleurs. Il y a de plus en plus d'exemples réussis de pays qui ont avancé. On a des nouvelles technologies qui arrivent. Et tout ça donc favorise le déploiement de l'identité numérique en Afrique qui a un bond extraordinaire. Enfin, il y a quand même quelques dangers qu'il ne faut pas négliger, des dangers de cybersécurité. Il y a quelques jours à Marseille, il y avait le colloque avec un des thèmes en disant « Qu'est-ce qui se passe si les hackers rentrent dans le fichier de population et récupèrent les données biométriques de tout un pays ?» Et les gens ont dit « On ne peut pas l'exclure ». Et puis, il y a des problèmes aussi de fracture sociale. Alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. L'identité numérique va favoriser des services, donc permettre d'aller toucher des gens qui n'étaient pas touchés. On pense au mobile money et plein de choses.
mais en même temps, j'ai jamais vu une seule étude qui permet de dire si l'identité numérique a posteriori, ça accroît ou si ça diminue les inégalités. Pour conclure, sans parler des enjeux, il faut aussi voir un peu la chaîne de la valeur de l'identité numérique avec ces 4 étapes. La première chose, c'est l'enrôlement, c'est-à-dire qu'on donne à quelqu'un, quelqu'un s'assure qu'une personne est bien celle-ci, va prendre ses empreintes digitales, c'est toute la partie d'enrôlement. Le deuxième moment de la chaîne de la valeur, c'est le traitement. Quand on a un certain nombre de données, il faut vérifier qu'on n'a pas 2 fois la même personne dans la base de données et qu'on est bien sûr que telle donnée correspond à telle personne. Donc, c'est tous les domaines de traitement, de dédoublonnage et d'actualisation. Quand quelqu'un naît, il faut rajouter les personnes. Quand elle meurt, il faut l'enlever, etc. Le troisième temps, c'est l'édition des différents supports, donc cette fameuse carte ou plein d'autres supports. Donc, les Anglais parlent de credential, donc on donne un support de l'identité numérique. Et le quatrième temps qui est important, c'est celui de la vérification. Donc, l'important, c'est donc de vérifier l'identité de quelqu'un. Hier, un orateur disait qu'en France, la Poste était l'organisme qui faisait le plus de vérification d'identité. C'est vrai et c'est faux, parce qu'à chaque fois qu'on va dans une banque, on vérifie notre carte bleue, on vérifie notre identité numérique, et à chaque fois qu'on téléphone, l'opérateur vérifie que c'est bien le bon numéro. Donc, des vérifications d'identité, il y en a plein. Et pour faire une dernière ouverture, j'aimerais parler de nouvelles technologies, de blockchain, de peer-to-peer, pour pouvoir vérifier si quelqu'un est bien la bonne personne. Bon, d'abord, le big data. Quand on va sur Internet, on est très facilement repéré pour savoir si on est telle personne ou pas, à partir de tout un tas d'indices et de traces en recoupant des éléments. Donc ça, c'est les techniques de big data pour savoir qui on est sur Internet. Mais aussi, en Afrique, je pense à Gravity au Ghana, qui a essayé de récupérer l'identité numérique, non pas à partir de fiches d'état civil, parce qu'il n'y en a pas, mais tout simplement en interrogeant les voisins, et de part en part, et avec des technos de blockchain, pour arriver à avoir une identité numérique certifiée pour des gens qui n'ont jamais eu d'état civil. Parce que je pense que le pourcentage de personnes qui n'ont pas d'état civil est important. Monsieur Altine, est-ce que vous pourriez nous donner l'exemple du Niger et puis plus globalement nous décrire le cadre institutionnel de l'identité numérique en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest? Merci, mesdames et messieurs. Je vais intervenir d'abord sur ce qui se passe dans mon pays, le Niger, et parler de certaines organisations économiques sous-régionales, notamment l'UEMOA et la CEDEAO. Et en ce qui concerne le Niger, pour parler d'abord de façon plus large, il faut dire que cela a été une priorité au niveau des autorités, parce que déjà, depuis plus de 15 ans, nous avons mis en place une haute autorité en charge des technologies de l'information et de la communication, qui était à l'époque rattachée au cabinet du Premier ministre, qui vient d'être transformée il y a quelques mois en agence, et qui est rattachée donc en charge actuellement donc, du numérique, qui est rattachée cette fois-ci à la présidence de la République, pour montrer bien sûr l'importance que ce sujet au niveau national. Et au niveau du ministère des Finances, parce qu'il faut dire que d'abord, peut-être le Niger, il faut quand même dire que nous sommes au centre de l'Afrique de l'Ouest. Parce que, comme vous le savez, d'abord un pays très vaste, nous avons 1 167 000 km², 2 fois la France. Et au niveau de l'UEMOA, le deuxième pays le plus peuplé après la Côte d'Ivoire, nous avons 20 millions d'habitants. Vous imaginez donc les distances quand vous quittez Niamey, la capitale, pour arriver à la deuxième ville, Zender, vous devez faire 1000 km, avec des routes qui ne sont pas toujours, bien sûr, en bon état. Et donc, pour nous, c'était important, justement, d'utiliser le numérique. Et pour cela, la base fondamentale, c'est d'abord identifier de façon unique aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Et en ce qui concerne, donc, et comme, c'est vrai, l'État joue aussi, il faut dire, au niveau du Niger, d'abord la situation géographique pour en finir, parce que le Nigeria, qui se trouve être aussi le plus grand pays de la CEDEAO, nous avons 1500 km de frontière avec le Nigeria. Au nord, nous avons 850 km de frontière avec la Libye, autant avec l'Algérie, pour parler bien sûr aussi des problèmes de sécurité que nous avons aujourd'hui depuis les événements. C'est vrai, Dieu merci, nous avons pu, avec bien sûr des moyens importants, au moins assurer l'intégrité territoriale de notre pays. En tout cas, aucun kilomètre carré de notre pays n'a été occupé par des groupes armés. C'est vrai, ils rentrent de temps en temps faire des incursions, mais ils sont toujours sortis.
Ils n'ont pas pu occuper 1 m² de notre territoire. Et tout cela, bien sûr, pour assurer cette sécurité, pour pouvoir gérer cette immensité du territoire, il était important, bien sûr, pour nous de pouvoir identifier de façon unique les personnes physiques comme les personnes morales. Les chantiers que nous avons au niveau du ministère des Finances, c'est bien sûr d'abord automatiser tout ce que nous pouvons automatiser, ce que nous sommes dit au niveau des régies, au niveau de la direction des services centraux, et réduire de façon importante l'utilisation de la monnaie fiduciaire dans nos régies financières. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, l'ensemble de nos régies financières sont interconnectées. Les bureaux de douane sur l'ensemble du territoire sont interconnectés. Et par rapport à l'enclavement de notre pays, nous sommes bien sûr, nos douanes sont connectées également aux douanes togolaises et béninoises, où beaucoup de produits nigériens passent par ces deux ports. Donc il fallait effectivement, pour que nos douaniers puissent travailler dans des conditions acceptables, il fallait nous interconnecter à ces deux États, ce que nous avons pu faire. Et étant donné que l'employeur aussi, il faut dire le plus important, c'est quand même l'État. Si déjà nous arrivons, et en ce que c'est vrai, là, il s'agit toujours d'un chantier, à pouvoir identifier de façon unique l'ensemble des agents de la fonction publique, à pouvoir les payer tous en monnaie scripturale, pas en espèces, donc ça permet bien sûr, cela veut dire qu'il faut pouvoir les identifier, aussi bien pour les salaires, les pensions, les bourses que les aides sociales. Nous sommes en train de le faire. Donc bien sûr, ça pour vous dire les quelques chantiers, si nous devons en parler de chacun des chantiers, nous allons prendre des heures, bien sûr, ce n'est pas là le sujet. Maintenant, pour dire que tout cela, dans aucun de nos États, parce que quand vous prenez 20 millions d'individus avec des richesses bien limitées, lorsque nous parlons du numérique, ce terrain, cet espace n'est pas viable. Et c'est pour ça que je veux parler des institutions sous-régionales. Lorsque vous prenez le marché de la CEDEAO, là, il s'agit d'un marché, ça peut être important. Lorsque vous prenez l'UEMOA, ça peut être important. Et je le dis parce que je suis un pur produit de l'intégration, parce que j'ai 59 ans, mais j'ai passé 34 années au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont 25 années au siège de la Banque à Dakar. Donc je suis à l'aise pour parler aussi bien des chantiers du Niger que des autres pays de l'UEMOA. Parce que pour moi, je me suis toujours défini comme citoyen de l'UEMOA d'origine nigérienne. Donc je suis à l'aise pour parler des chantiers de chacun de nos États. Et ma culture Peul m'a appris à dire, on dit l'aîné est important. Parce que lorsque le fils aîné a réussi, lorsqu'il est parti à l'université, soyez sûr que tous les autres frères et sœurs feront l'université. Donc quand dans un pays, il y a un grand, c'est pour ça que je pense qu'il faut partir de l'UEMOA ou de la CEDEAO pour pouvoir tirer les autres pays de l'UA. Parce que je suis convaincu que nous avons fait de grandes avancées. Et pour l'identité, moi quand je suis arrivé au siège de la Banque centrale en 1994, c'était pour travailler au sein de la mission pour la réalisation de la centrale des incidents de paiement. Donc nous devions mettre en place une centrale des incidents de paiement. Et pour cela, bien sûr, la base fondamentale, il fallait mettre en place le fichier des comptes bancaires. Cela veut dire qu'il faut pouvoir identifier de façon unique les personnes physiques et les personnes morales. Pour vous dire, déjà à l'époque, nous avions ce chantier. En 2002, nous avons pris un règlement communautaire qui consacrait déjà la preuve électronique, mais dans les systèmes de paiement. Justement, nous avions une faiblesse, il faut dire, parce qu'au niveau de nos États, la Banque centrale est reconnue, comme vous le savez, aux 8 États. Donc les États ont laissé une partie de leur souveraineté, à savoir la conduite de la politique monétaire, bancaire et financière, dans les mains de cette Banque centrale. Mais les autres aspects de la politique sont encore du domaine des États. C'est ainsi que les politiques sectorielles, ça relève des États, mais relève aussi de la commission de l'UEMOA. Par exemple, les télécommunications, nous ne pouvions pas légiférer au niveau de la banque. Mais au niveau de la commission de l'UEMOA, des initiatives ont été prises. C'est vrai qu'ils n'ont pas toujours abouti. Au niveau de la CEDEAO également, plusieurs protocoles ont été pris. Plusieurs directives ont été prises au niveau de l'UEMOA. Je pense en partant de ce noyau, nous pouvons effectivement tirer vers le haut les autres États. C'est valable au niveau de la CEMAG également. En fait, pour partir. Juste si on revient sur l'identité numérique, il y a un cadre CEDEAO. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce cadre CEDEAO? Voilà. On va peut-être rester vraiment sur l'identité numérique. Déjà, vous devez savoir que quand je sors mon passeport, à l'entête, vous avez la CEDEAO. C'est après qu'on dit le Niger. Au niveau des cartes d'identité également, aujourd'hui, dans nos 15 pays de la CEDEAO, je peux me déplacer avec ma carte d'identité. Cela depuis des années. Donc je pense que c'est quand même une avancée importante. Nos avocats aujourd'hui, un avocat qui est inscrit au barreau de Niamey peut être inscrit automatiquement au barreau de Cotonou, au barreau de Dakar, etc. Les pharmaciens également, dans beaucoup de corps, des taxes ont été prises. C'est important, nous pouvons, au niveau de la CEDEAO également, vraiment, il faut peut-être faire un état de lieu. D'ailleurs, je vais proposer peut-être à mon frère et ami Diallo, je pense que pour une rencontre de ce genre, au-delà des États, des institutions que nous rencontrons, je crois qu'il serait bon d'inviter pour la prochaine fois les institutions, les organismes économiques sous-régionaux. D'accord, merci beaucoup, M. Châtelier. Alors, Maître Ben-Mimoun, il y a un cadre juridique, on ne fait pas ce qu'on veut non plus avec les données personnelles. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce cadre juridique, alors plus spécialement en Algérie?
Quelles sont les évolutions, quels sont les avancements, et puis peut-être un petit peu plus généralement en Afrique selon votre connaissance. Alors, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité aussi, à tous les membres, organisateurs et Monsieur Diallo en particulier. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Ducasse. Les juristes que nous sommes définissent aujourd'hui approximativement, parce qu'il n'y a pas une définition stricte aujourd'hui qui est recensée partout sur l'identité numérique. Donc, c'est un ensemble d'informations qui identifient une personne, une société. Alors, pour ce qui est de l'Algérie, c'est vrai qu'on entend ça et là, il n'y a pas de texte, il y a un vide juridique. Non, c'est faux. Alors, je le dis parce que je pratique dans mon pays. Nous avons commencé à avoir cette notion de vie privée, de protection, très tôt dans les différentes constitutions déjà. Ensuite, dans les textes de 98 qui réglementaient les services d'exploitation d'Internet, où on parlait de protection, de confidentialité, de toutes les données des abonnés. Alors, on parlait à l'époque d'abonnés. C'était le texte de 98. Nous avons continué à aller de l'avant. C'est vrai qu'il n'y a pas un texte spécifique à la protection des données en Algérie aujourd'hui, mais ça existe au travers de différents textes juridiques. La loi de 2000 qui parle des postes et télécommunications. Ensuite, nous sommes allés beaucoup plus. Nous avons, comme nous étions dans une période de terrorisme, il y avait un accès sur la sécurité. Donc nous avons été quand même les premiers à mettre en place les textes de protection contre le terrorisme, contre le cyberterrorisme, contre les déplacements des personnes. Ça a été, si vous voulez, un peu la priorité de notre pays. En 2004, on a commencé à mettre en place tout ce qui était texte pour lutter contre les infractions contre les systèmes de traitement automatisé de données. Sont tirés du droit français, de l'expérience française. Bon, alors nous, effectivement, pour l'identité numérique, aujourd'hui, nous avons moins de problèmes. Pourquoi ? Nous avons quand même hérité d'un état civil de la France coloniale qui a continué à se développer. Et se développer très bien, puisqu'en Algérie, on continue régulièrement de recenser les populations, même les populations tribales qui existent à l'extérieur. Et aujourd'hui, avec l'introduction de la biométrie, donc il y a un recensement des données des personnes qui sont dans les fichiers. Nous avons commencé donc dès 2013 à mettre en place toute la politique de biométrie, passeport, carte d'identité, et puis de plus en plus on va aller vers le permis de conduire, etc. Alors toutes ces phases existent, elles sont là. C'est vrai que le texte particulier spécifique de la protection des données n'était jusque-là pas promulgué. Alors en 2015, le gouvernement décide donc d'accélérer un peu les choses, met en place un système et crée des commissions de travail sur notamment le premier texte qui concerne les empreintes génétiques, qui est strictement réglementé en Algérie, et aujourd'hui, le texte sur la protection des données personnelles a été présenté, il a été adopté en Conseil des ministres, c'est vraiment je pense que ce sera avant la fin de l'année qu'il sera adopté. Et concrètement, qu'est-ce qui change ce nouveau texte ? Bon, c'est un peu de mon point de vue en tant que juriste, moi ce qui jusqu'alors me dérangeait sans cette protection, c'est les flux de ces données qui traversaient. Parce que je regrette de le dire, mais en tant qu'avocate, j'ai eu à constater quand même que si en Europe les entreprises respectaient, parce qu'il y avait la CNIL, parce qu'il y avait tous ces organes de contrôle, il n'en demeure pas moins lorsque les filiales étaient installées dans des pays comme les nôtres, et je crois que beaucoup de pays comme le Maroc, la Tunisie ont eu à souffrir de cela. Le flux des transferts de données se faisait d'une manière, on va dire, sans confidentialité, sans protection pour les individus, parce qu'il n'y avait pas ce texte qui était là, présent en Algérie, pour protéger et empêcher, puisqu'aujourd'hui, en Europe, il existe des spécificités. Vous ne pouvez pas transférer des données comme ça. Aux États-Unis, idem. Vous ne pouvez pas transférer des données sans autorisation. Et ça devrait l'être aussi. C'est-à-dire que moi, je pense que quelqu'un en Europe dont le système est réglementé en matière de transfert de données doit pouvoir appliquer, même en l'absence de texte dans les pays africains,
il doit pouvoir adopter, de mon point de vue, la même règle, même si ces textes n'existent pas. On doit respecter, de la même façon qu'on demande l'autorisation de la CNIL pour telle ou telle chose, on doit le faire. Cette masse de données, on en parle aujourd'hui, c'est devenu un patrimoine extraordinaire qui génère des bénéfices extraordinaires. Ben, je pense qu'il faut aussi prendre des précautions. On l'a vu dans les règles et usances bancaires. Aujourd'hui, ce sont des règles qui s'appliquent dans le monde entier d'une manière uniforme. Eh ben, il va falloir le faire pour la donnée personnelle. Merci beaucoup, Maître. Alors, Monsieur Grisonnange, je pense que c'est un sujet aussi que vous connaissez bien et que vous avez en fait une vision très concrète de la manière dont ça se passe au Sénégal. Si vous pouviez rebondir aussi sur ce que viennent de nous dire Monsieur Altine et Maître Ben Miloud, sur comment c'est appliqué concrètement au Sénégal, comment est-ce qu'on voit ce cadre juridique, ce cadre institutionnel, et comment ça se déroule et quels sont les projets au Sénégal. Merci, bonjour. Bon, je ne suis pas fondé à parler au nom du Sénégal, mais... On m'a dit que vous étiez un Sénégalais dans l'âme. Un peu, oui. Amadou peut témoigner. Oui, je passe pas mal de temps au Sénégal, j'ai fait beaucoup de choses là-bas. Déjà en introduction, je vais rappeler qu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas d'état civil. 2 milliards. C'est énorme. Et rien qu'au Sénégal, le chiffre officiel qui ressort du dernier recensement global qui a été fait en 2013, c'est que 35% de la population n'a pas d'état civil. 35%, c'est énorme. Et ce phénomène, d'ailleurs, ne régresse pas tellement, parce que, je pense qu'Amadou Altine est encore mieux placé que moi pour parler de ça, mais beaucoup de femmes accouchent dans les pays, dans les villages, et ne vont pas déclarer leur enfant. Il faut savoir que, parce que ça on oublie un peu, que l'état civil en Europe est une notion, est quelque chose de très récent. C'est la Convention de 1792 qui a créé l'état civil d'État. Et le mot d'identité nous vient de M. Condorcet, qui était mathématicien, et qui voulait démontrer par là que tous les hommes étaient égaux. C'était un grand esprit républicain, un grand esprit révolutionnaire. Tous les hommes sont égaux et ont une identité. Identité, en latin, ça veut dire identique, ça veut dire égal à l'autre. Voilà. Et donc, et en fait, bon, on a hérité quand même du passé religieux, puisque l'état civil était tenu auparavant par le clergé. Voilà. Et l'État se l'est approprié, mais ce n'est qu'en 1792. Et donc en Afrique, vous avez cette problématique qui est que ils n'avaient pas assez de culture, et en plus vous avez des peuples qui, pour la plupart du temps, sont nomades. Donc pas de lieu d'attache particulière, et donc même pas de nom, pas d'état civil. Alors, des campagnes sont en cours. Vous parliez du Sénégal, et Amadou Altine parlait de la CEDEAO. Donc la CEDEAO a lancé en 2014, juin 2014 de mémoire, un grand projet de carte d'identité nationale dans les 15 pays de la CEDEAO, et le Sénégal s'est porté volontaire pour être le pilote, de manière à établir les spécifications de ce que va être cette carte d'identité. Là, le déploiement est en cours. À ma connaissance, bon, le Sénégal compte environ 14 millions de personnes. À ma connaissance, il y aurait environ 6 millions de cartes qui seraient déjà distribuées, ce qui est déjà pas si mal. Ce qui rend la démarche un peu... Donc cette carte a plusieurs fonctions. C'est une carte d'identité avec photo, mais en même temps, il y a une puce biométrique avec la photo numérisée, avec les données, les empreintes digitales. Et d'autres, il est prévu d'y mettre des données médicales et surtout d'y mettre des données électorales. Et ce qui rend la démarche actuelle, je dirais, plus facile, enfin plus percutante, c'est qu'il va y avoir des élections présidentielles dans 2 ans, en 2019. Et donc la campagne d'enrôlement
de l'électorat est une occasion favorable, puisque cette carte d'identité sert également de carte d'électeur, est une occasion favorable. Bon, mais là, on a parlé je viens de parler de l'état civil, et on a surtout parlé d'état civil. Pourtant, vous disiez au tout début que nous avons plusieurs identités. Et il ne faut pas confondre l'identité avec l'état civil. J'ai des tas d'identités. Quand je vais faire mes courses sur le marché le samedi matin, je suis connu par un sobriquet que je ne vous donnerai pas. Mais personne ne sait que je m'appelle André Grissonneau. Enfin, du moins, très peu. Du moins les commerçants qui sont là. Ça n'empêche pas que j'ai une identité sur ce marché. Voilà. Et nous en avons plein. Et d'ailleurs, c'est pas Internet qui a inventé l'usage de pseudonymes. Molière s'appelait pas Molière. Johnny Hallyday s'appelle pas Johnny Hallyday. Bon. Donc l'usage de pseudonymes est tout à fait classique, des noms de plumes, des noms de théâtre. Bon. Et évidemment, la culture numérique a tendance à multiplier ce type d'usage de pseudonymes, de numéros, de matricules. Mais et c'est tout à fait, et ce n'est pas choquant que d'avoir plusieurs identités selon le contexte. Par contre, quelque part, se pose le problème de la confiance. Et le mot-clé pour moi, c'est la confiance. Et le problème de confiance trouve son paroxysme lorsque l'ordre public peut être mis en cause. Donc, il y a un moment où on a quand même besoin de rattacher une identité à un état civil. Alain Ducasse, tout à l'heure, parlait du règlement européen EIDAS de 2014. Le règlement européen sacralise l'utilisation de pseudonymes, qui étaient déjà en vigueur pour signer numériquement. C'était déjà en vigueur en Allemagne. Et du coup, c'est devenu une mesure européenne. Mais le règlement précise bien que celui qui délivre une identité numérique sous une forme de pseudonyme doit conserver le véritable état civil. Il doit en avoir la trace. Voilà. Donc, je peux me présenter sous une identité de façade, sous un pseudonyme, mais quelque part, l'État doit garder son rôle, qui est de maintenir... L'ordre public, c'est un pouvoir régalien. Et si l'État perdait ce pouvoir, là, nous commencerions à être potentiellement en danger. Et lorsque je vois, tout à l'heure on a cité les GAFA, lorsque je vois la facilité avec laquelle on peut se créer une identité numérique en utilisant les GAFA, identité qui n'a strictement aucun rapport avec un état civil et aucun rapport de droit avec l'État, quelque part, ça me dérange un peu. Je vais en rester là parce que je pense que ça donnera l'occasion d'y revenir plus tard. Merci beaucoup, André. Serge Adjovi, je pense que le Bénin, et merci d'être venu à l'improviste sur cette tribune, parce que ce n'était pas forcément prévu, mais quand vous m'avez parlé d'où vous en étiez au Bénin, je trouve que votre expérience actuelle, elle est très pragmatique. On parlait du Sénégal qui profitait des élections pour lancer, pour renforcer sa campagne de recensement et de développement de l'identité. Qu'est-ce qui se passe au Bénin en ce moment et comment vous voyez les choses côté Bénin? Merci. Donc, avant de parler du Bénin spécifiquement, ce que je voudrais dire, c'est que l'identification ne peut pas se faire toute seule, ex nihilo, parce qu'on a envie de la faire, parce qu'on a envie de faire un beau projet d'identification. Je crois que ça s'accompagne d'un ensemble d'actions qui vont du juridique, et au Bénin, nous avons renforcé la loi sur la protection des données personnelles. Nous avons, en 2017, fait une loi sur l'identification de manière à la fois à dire ce qu'on faisait, mais aussi à protéger l'ensemble des populations. Je crois qu'il faut aussi mettre en place, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Et donc, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes, comme par exemple de la connectivité pour les populations, parce que finalement, vous faites l'identification pour qui? C'est quand même le citoyen qui est au centre de ça. Et donc, il faut mettre en place de la connectivité pour que cette identification ensuite puisse être utilisée, et je vais en parler plus tard, par les populations. Et puis, il y a tout un ensemble
de mécanismes qui accompagnent ça. Au Bénin, nous avons décidé, quand je dis nous, il faut que je sois modeste, le gouvernement, le président de la République a décidé de créer une base de l'identification à des fins administratives. Donc, et c'est important de dire à des fins administratives parce que volontairement, pour éviter un certain nombre de difficultés politiques, nous nous sommes éloignés de la carte électorale. Alors peut-être que les deux vont fusionner, mais aujourd'hui, il est prudent, en tout cas au Bénin, de le faire, de manière à ce que le processus administratif ne soit pas déraillé par un processus politique / électoral qui pourrait interférer. Donc c'est pour tout le monde. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est d'abord pour le citoyen. Le recensement massif, qui est finalement la première brique de l'identification au Bénin, va commencer la semaine prochaine. Il va durer 6 mois. Il sera fait par un opérateur technique. Après les 6 mois, nous aurons, j'espère, plusieurs millions de Béninois au Bénin, mais aussi à l'étranger, les résidents étrangers au Bénin, qui seront dans cette base d'identification. Après ces 6 mois, nous allons avoir donc un processus d'enregistrement en continu des populations. Nous avons pris un certain nombre d'options, qui sont des options propres au Bénin, de recenser tout le monde, de la naissance à la mort et même après la mort, puisqu'il faut que le processus ou les processus administratifs se continuent après. Donc, voilà ce que nous faisons. Et la raison pour laquelle nous le faisons, c'est déjà de donner un identifiant à chaque personne au Bénin, chaque Béninois à l'extérieur du Bénin. Avec cet identifiant, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir donner une carte d'identité. Et nous pensons à une carte d'identité multi-usage qui sera carte d'identité électronique, qui sera permis de conduire, qui sera carte de sécurité sociale, qui sera carte d'étudiant, de manière à avoir la capacité d'authentifier la personne. Donc, encore une fois, c'est autour de la personne. Et pourquoi c'est autour de la personne? Parce que les avantages qui sont mis en avant, c'est, outre les simplifications administratives, qui coûtent de l'argent. Et je crois qu'il faut revenir là-dessus. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut un acte de naissance, il paye, ne serait-ce que pour se déplacer et aller le chercher là où il est. Donc l'idée, c'est déjà de baisser ses coûts et de simplifier et de faire toutes ces démarches administratives de manière le plus électronique, le plus virtuelle possible. Mais c'est aussi les avantages que les gens vont pouvoir avoir en matière de sécurité sociale, en matière de finances. Eh bien, ça va pouvoir être fait de manière plus simple, de manière certaine. Et pour sécuriser tout le process, parce qu'encore une fois, il y a un problème de sécurité qui a déjà été mentionné plusieurs fois, outre la loi, il va quand même falloir sécuriser les transactions qui sont faites avec ce numéro unique, avec cette carte multi-usage d'identité, et donc on met en parallèle un processus de PKI national qui va aider donc à la transmission des informations. Nous aurons donc cette sécurité qui va venir à la fois de la PKI, mais aussi de l'identification. Et je tiens à rappeler que de manière extrêmement importante, nous avons cette brique qui va être au cœur de tout ce qui va être fait en matière d'administration intelligente. Donc c'est vrai que la base de l'identification, ce n'est pas l'état civil. Donc il nous faudra refaire un projet qui va s'appuyer sur le projet d'identification, qui va permettre à mettre en place un état civil sécurisé, électronique et facile d'utilisation pour l'ensemble des administrations. Il va falloir faire un autre projet pour peut-être ultérieurement la partie électorale. Donc c'est vraiment la brique essentielle qui va nous permettre d'avoir un registre de population au niveau national, au niveau des communes, mais qui va permettre aussi de déployer complètement les services, les e-services aux citoyens, parce qu'ils auront un numéro d'identifiant unique, parce qu'ils auront accès à l'ensemble des services à travers ce numéro d'identifiant unique. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons. Nous sommes en plein dedans. Nous commençons le 1er novembre. Et si vous avez la chance d'aller au Bénin ces jours-ci, vous verrez qu'il y a à la radio, à la télé, dans les rues, on ne parle que de ça. Et je dis, c'est administratif, mais c'est une décision politique de connaître ces populations.
de l'utiliser comme un outil pour le développement à la fois au niveau communal, mais aussi au niveau national. Et je pense que, bien entendu, nous respectons les contraintes de la CEDEAO, de l'UMOA, donc nous serons complètement en ligne avec ça, et je crois que l'ensemble, il y a plusieurs projets similaires dans la région, et je crois qu'in fine, il faudra quelque part réfléchir à comment est-ce qu'on fait converger tous ces projets au niveau sous-régional et africain. Parce qu'on voit que les démarches ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui dans les pays. Alors, après, on a parlé justement au niveau des PKI, de la sécurité des données. Monsieur Prével, alors, ces données, une fois qu'on les a, il faut les archiver, il faut assurer leur intégrité. Je pense qu'il y a un nouveau règlement général, on va revenir sur des aspects un peu juridiques, mais il y a un nouveau règlement général de protection des données qui va arriver en Europe en mai 2018. Est-ce que vous pouvez nous donner son impact et puis nous dire un petit peu comment ça aussi pourrait être décliné globalement en Afrique? Très bien, merci. Bonjour à toute l'Assemblée. Donc juste un tout petit mot sur eFutura pour simplement préciser que nous sommes un mouvement associatif. Donc nous sommes un lieu d'échange dans lequel on fédère un certain nombre d'acteurs qui militent au quotidien sur la dématérialisation et la transition numérique, dont certains sont effectivement sur le continent africain, dont Guindé 2000 qui est présent ici aux Assises. Et donc on traite des thèmes d'échange et de retour d'expérience autour de ce qui a été évoqué, l'identité numérique, la confiance, la blockchain, etc. Et aussi sur la partie, parce que ça c'est un de nos secteur privilégié, sur la partie normalisation et certification pour éviter que certains puissent dire des choses et raconter des belles histoires mais qui ne sont pas forcément exactes. Alors effectivement, c'est un bon passage de relais en complément de ce que disait Alain Ducasse au début, qui s'arrêtait au 4e temps qui était la vérification. Nous, on est assez friands de ce qui se passe après et donc de qu'est-ce que je fais de ces informations, comment je les gère, comment je les préserve, comment je les valorise éventuellement. Et voilà. Donc on est assez axé sur toute cette problématique de conservation et d'archivage électronique. Et on a trouvé des terrains d'entente avec certains pays d'Afrique pour promouvoir en fait la certification des systèmes d'archivage électronique, puisqu'aujourd'hui, il y a des normes internationales qui existent et donc des certifications qui sont disponibles. Donc ça, c'est un petit peu le contexte global. Et pour revenir sur la thématique, en fait, c'est assez simple, c'est que lorsqu'on conserve des informations ou des données ou des documents, en fait, on traite généralement, pas forcément en le sachant d'ailleurs, des données personnelles. Bon, et là, on revient un peu sur notre sujet, et on est un peu dans la lignée de ce que certains d'entre vous ont sûrement encore en mémoire, de la loi informatique et liberté, c'est-à-dire l'informatique doit rester au service de l'homme, et les données ne doivent pas être exploitées contre l'homme. Bon, donc il faut absolument préserver ça. Et on essaye d'œuvrer dans ce secteur avec, encore une fois, un cadre normatif, un cadre de certification et l'évolution réglementaire et législative, ce qui me permet d'arriver effectivement, alors aussi, on va dire, dans l'héritage de tout ce qui est la CNIL et l'ECNIL en Europe, au fameux règlement général pour la protection des données, qui effectivement existe en Europe, en fait, a été publié le 25 mai 2016, et sera mis en application. Donc aujourd'hui, on est à J-210, parce qu'il y a des gens qui suivent ça de près. Donc ça sera mis en vigueur le 25 mai 2018. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est la fédération de tous les pays d'Europe. Alors avec, en fait, l'avancée, c'est d'abord deux choses. D'abord les sanctions et ensuite la méthodologie. Donc les sanctions, alors je ne dis pas que c'est forcément, ça viserait un acronyme à 4 lettres qui a déjà été prononcé plusieurs fois ce matin, mais on a quand même un petit peu peur de l'exploitation de nos données personnelles. Donc les sanctions sont assez élevées, elles peuvent monter jusqu'à soit 20 millions d'euros si c'est de la monnaie, soit éventuellement 4% du chiffre d'affaires de la multinationale. Donc ça commence à faire réfléchir quelques grosses boutiques. Et la méthodologie, elle est, bon, je ne vais pas la décliner ici, mais si vous voulez, l'idée c'est à la fois de cartographier, enfin on demande que toutes les entreprises déclarent et publient à la fois toutes leurs applications et toute la façon dont elles traitent des données personnelles, de façon à ce que ce soit complètement transparent. Alors on leur demande aussi, à partir d'une certaine taille, d'avoir d'ailleurs une personne qui va s'occuper spécifiquement de cette problématique, qui s'appelle le DPO, le Data Protection Officer. Voilà, donc je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a déjà réussi à le fédérer au niveau européen. J'entends avec bonheur qu'il y a des initiatives
à la fois dans certains pays et dans des sous-régions. Je pense qu'il faut qu'on continue à converger, parce que finalement, la problématique de l'identité et du traitement de ces données personnelles, elle est planétaire, hein, puisque on se déplace tous de plus en plus, et donc il faut le faire au niveau vraiment mondial. Et donc voilà, j'appelle effectivement à ce qu'on puisse mener des travaux ensemble et converger vers à la fois, si on y arrive, une définition de l'identité numérique, mais surtout le traitement de ces données et leur conservation, et aussi le droit à l'oubli. Hein. Il y a tout un tas de problématiques qui vont avec, et qu'on puisse le faire de façon tout à fait internationale. Et les gouvernements sont concernés également par ce nouveau règlement? C'est-à-dire que, effectivement, est-ce que les gouvernements peuvent être sanctionnés au même titre que les entreprises? Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore parfaitement défini. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Quand je citais la loi informatique et liberté et la CNIL, ça vient aussi d'organismes au départ qui font partie des gouvernements. C'est vrai aussi que la façon dont on va dire, on maltraite, entre guillemets, les données personnelles sont plutôt faites aujourd'hui du côté du monde des entreprises. Mais, comme ça a été dit, effectivement, l'identité, elle est transverse. Et je pense que les gouvernements doivent aussi s'emparer de ce sujet et le traiter de façon globale. Avoir une vigilance à ce niveau-là. Alain, est-ce qu'on peut revenir? Alors, on voit bien que sur l'exemple du Bénin, on va avoir un numéro unique. Ce n'est pas forcément le cas de tous les pays. On disait même qu'en France, l'interopérabilité des services. Et si tu peux revenir également aussi sur ce que peut apporter, parce qu'on a découvert hier tout un siècle, les blockchains sur l'identité numérique et comment l'ensemble de ces technologies peuvent venir compléter les dispositifs qui sont lancés par les États africains aujourd'hui, et comment ça peut répondre aussi à cette logique de population qui aujourd'hui n'ont pas d'état civil, n'ont pas réellement d'identité publique. Comment est-ce que ces gens vont pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services? Merci. Lorsqu'on travaille avec des États sur la stratégie numérique d'un pays, on arrive toujours à l'identité numérique qui est le cœur pour le e-gov, comme le disait Serge Adjovi tout à l'heure. Seulement, le problème, c'est qui est en charge de l'identité numérique dans un pays. Très souvent, on a le ministère de l'Intérieur, parce qu'on a les fichiers, mais on a aussi tout le volet administration électronique. On a bien sûr les impôts qui ont les fichiers de contribuables. Donc, on se rend compte qu'on a des acteurs importants qui ont des clés. Et donc, toute la question, c'est d'arriver à obtenir un accord, il n'est jamais total, mais un accord pour que des gros projets d'identité numérique financés par les bailleurs, c'est énormément d'argent, ne servent pas qu'à un petit pan de la société où il faut tout refaire pour régler d'autres problèmes. Et cette question de l'interopérabilité à l'intérieur d'un pays entre les différents types d'identité que font les différentes administrations, et un des cœurs importants qui a été traité, par exemple, au sommet EID for Africa qui a eu lieu à Windhoek en Namibie cette année. Le prochain aura lieu le 26 avril à Abuja, au Nigeria, sur le thème de l'identité numérique pour tous en Afrique, et puis sur les questions d'interopérabilité, c'est au cœur. L'autre chose aussi, c'est les questions internationales, parce que le règlement eIDAS est fait pour développer le marché intérieur, les services de confiance dans le marché. Mais si chaque pays fait son identité numérique avec ses règles de l'administration, dès qu'une personne va passer d'un pays à l'autre ou dès qu'on voudra avoir des transactions électroniques d'un pays à l'autre, ça ne sera pas possible. Simplement, donc, cette question est importante. Sur l'aspect des blockchains, et j'allais dire des nouvelles technologies pour l'identité numérique, moi je l'ai vu dans un premier temps appliqué. Bon, d'abord, on utilise les blockchains pour des tas de services administratifs. Je pense aux fonciers au Ghana, ou des tas de choses comme ça qui sont en train de se développer. Les blockchains, c'est une technologie que je dirais comparable à Internet, qui laisse des traces partout et pour laquelle on n'a pas forcément besoin d'un tiers de confiance identifié. On a suffisamment de traces sûres pour pouvoir être sûr que l'information ne sera pas falsifiée. Et donc, en termes d'identité numérique, l'expérience qui m'a beaucoup surprise, c'était donc une expérience de recensement et de détection de l'identité numérique des personnes dans des villages complètement ruraux en Afrique, où on allait demander aux gens du village, aux voisins et aux gens un peu plus loin, s'ils connaissaient telle et telle personne, s'ils savaient bien que telle personne, c'était bien l'enfant d'un autre, etc. Et ça, avec une information, ça peut être faux. Mais si on a beaucoup d'informations, le tout recoupé dans une blockchain, on arrive à avoir des niveaux de sécurité plus importants
qu'un papier d'état civil qui peut toujours être falsifié. Mais ça, c'est compatible avec la protection des données personnelles, justement, avec le règlement général. C'est-à-dire que globalement, on arrive à avoir sur un individu, à pouvoir utiliser tout ce qui est dans son environnement social Internet, sans qu'il y ait de problématique de protection des données. Je parle aux spécialistes, Monsieur Prével. Ça fait justement partie de l'enjeu du RGPD. Hein. C'est déclaré. Alors effectivement, pour l'instant, ça reste déclaratif, mais l'intérêt, c'est quand même d'avoir fixé un cadre juridique global pour que les gens puissent se défendre. Et aujourd'hui, effectivement, les citoyens, ils sont... vous devez être comme moi, de temps en temps, on réagit, on se dit, on voit passer presque plusieurs fois par jour des exemples de phishing sur nos mobiles, et on se dit, ok, je ne me fais pas avoir, mais il n'empêche qu'il y a quand même des gens qui se font avoir, puisque ça continue, et donc il y a des gens qui en tirent profit. Donc effectivement, il faut... encore une fois, je pense qu'il faut vraiment... c'est une convergence qu'il faut avoir, et je pense que tous les acteurs doivent se mettre autour de la table pour arriver à fixer ce cadre et faire en sorte qu'on puisse protéger le consommateur, protéger le citoyen et lui donner des armes pour se défendre et pour gérer lui-même ses propres données personnelles. Vous êtes confiante là-dessus ? Tout à fait. Pour rebondir sur l'interopérabilité de M. Ducasse, en Algérie, elle existe en tout cas entre les administrations, puisque aujourd'hui, en 2017, on a une facilité de présenter, par exemple, pour la création d'une entreprise. Avant, c'était un parcours du combattant, parce qu'il fallait présenter le même dossier aux impôts, au centre de registre de commerce, etc. Aujourd'hui, non. Ces administrations sont censées avoir les mêmes informations, puisqu'il y a la biométrie, puisqu'il y a aujourd'hui la carte d'identité biométrique, le passeport biométrique. Donc, les informations sont vérifiées à partir de ces fichiers. Donc, ça ne pose pas réellement de problème. Moi, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est plus dans la mise en marche de la protection de ces données-là et des données sensibles. On ne parle pas suffisamment des données sensibles. Alors moi, je veux bien, quand on me parle d'une carte unique, c'est très bien, mais ça me fait peur en même temps parce que dans une carte où il y a tout, ça reste quand même ouvert à plusieurs... C'est des dangers. C'est des dangers quand même. On le voit, déjà, vous avez un constat qui est fait à partir d'informations données sur Internet sur un individu. En matière de recrutement, il y a une influence systématique. Pour peu que l'information soit négative sur telle ou telle personne, on va avoir des problèmes pour le recrutement. On va parler en matière de protection de données du droit à l'oubli. Dans nos pays, on n'a pas encore ce droit à l'oubli. En Europe, aujourd'hui, il existe. À l'égard des GAFA, c'est bien. Dans l'application, ce n'est pas évident. J'ai essayé de le faire, moi, en tant qu'avocate. Désolée. Il y a malheureusement une déviation lorsque le journaliste met en ligne des informations qui ne sont pas forcément vérifiées. Et on accuse des tiers d'avoir commis des infractions telle ou telle chose, alors que la justice n'a pas tranché. Aujourd'hui, je suis désolée, 5 ans, 10 ans après, vous tapez le nom de la personne, tout ressort. Ça n'est fait qu'à partir en Europe, mais ça doit normalement être harmonisé dans le monde entier. C'est comme ça qu'on peut parler de protection de données. C'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup, maître. Monsieur Adjovi, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi, je pense qu'il faut arrêter de se faire peur. On a besoin, dans nos pays, d'avoir cet identifiant unique des populations. Et je ne dis pas que tout se trouve sur une carte. Ça se trouve dans une base de données. La carte, elle est organisée par la loi, elle est organisée dans nos pays par la CEDEAO, les choses sont claires, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'empreinte digitale sur la carte, il y a relativement peu de choses, mais c'est vrai qu'elle fait référence à une base de données qui contient tout ça. Il faut arrêter de se faire peur parce qu'on ne va pas pouvoir, en tant que pouvoir public, protéger les données, parce que le rôle des pouvoirs publics, c'est quand même de protéger les populations. Et donc, il va falloir protéger les populations d'un point de vue numérique. Il n'y a aucun moyen qu'on puisse le faire si on ne connaît pas les populations et si on n'a pas une trace numérique de ces populations. On ne peut pas le faire. Donc je crois qu'il faut aller de l'avant, avoir ces projets qui permettent de mettre en place une base de l'identité des citoyens. Et c'est vrai qu'il faut la gouvernance qui va avec.
Et au Bénin, on a décidé de créer donc effectivement une agence spécialisée et dont le seul rôle sera de gérer cette identification de la population. Et on espère aussi, à travers cette agence, pouvoir, de manière intelligente, commercialiser une partie des informations pour le bénéfice des populations. Mais encore une fois, régler le problème de l'état civil. Au Bénin, nous avons quelques millions de personnes qui sont effectivement sans état civil. Ça, c'est un moyen de le faire, parce qu'ils seront enregistrés. Les enfants ne pourront pas aller à l'école sans être enregistrés, et le fait d'être enregistrés simplifie le processus pour leur donner un état civil et pour qu'ils puissent progresser plus rapidement dans la vie. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre la décision en réfléchissant, mais pas trop, d'y aller. Il faut y aller dans tous les pays, et ensuite il faut faire converger les process et les formats. Merci beaucoup, Serge. Est-ce que, alors, on m'a fait signe qu'il fallait qu'on clôture bientôt, donc je pense qu'il peut y avoir des questions dans la salle. Oula, oui. Je pense que vous avez des micros devant vous, donc monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour, Ali Kahlan, je suis fondateur de la société Satlinker, qui est fournisseur de services d'accès Internet en Algérie. Ma question, en fait, c'est une pensée ou une perspective de Poutine à propos de l'Afrique. Il avait dit que si les Africains se décidaient à s'occuper de leurs richesses, en fait, c'est l'Européen qui va émigrer vers l'Afrique, au sens émigrer actuellement des Africains vers l'Europe, pas au sens, évidemment, colonisation. On voit effectivement que l'Afrique est en train de faire des choses quand même assez extraordinaires. D'abord, avec le nombre, la télédensité extraordinaire du mobile, une progression par rapport au reste du monde qui défie tous les chiffres jusqu'à présent. Et surtout la disruption, pour utiliser le mot à la mode, au niveau de la fintech, de la monétique, avec le M-Pesa. Il y a 80 pays actuellement qui utilisent le M-Pesa. Et je pense que ce n'est pas fini. Alors, et la blockchain, vous venez de dire, M. Ducasse, à propos du Ghana, qui est en train d'utiliser la blockchain pour gérer son cadastre. Alors, est-ce que vous pensez que la vision qu'a Poutine pour l'Afrique a des chances de se réaliser? Waouh. Qui veut répondre? La vision de Poutine sur l'Afrique. Allez, qui se lance? Monsieur Adjovi, merci. Enfin, je vais botter en touche. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, nous sommes extrêmement focalisés sur comment brûler les étapes pour nous développer plus rapidement et entrer de plein pied dans le XXIe siècle. Et nous le faisons pour nos populations, et nous le faisons pour l'Afrique. À partir de ce moment-là, et je crois que si on réussit, et encore une fois, les idées sont là, hein, la technologie, elle est là, l'exécution doit devenir notre credo. À partir du moment où on réussit à faire ça, bon, si on est mieux intégré dans le concert des nations de la Russie à l'Europe, aux États-Unis, on en tirera les profits qu'il faut. Mais c'est vrai qu'on ne regarde pas aussi loin lorsqu'il nous faut décider de comment gérer notre développement. Merci beaucoup, Serge. Une autre question, madame? Bonjour, Nour Bouakline. Alors, je voulais parler du point de l'identité qui me semble réellement très important. C'est une question cruciale parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 50% des Africains qui n'ont pas d'identité. Et il y a un point qu'on oublie, ce sont les enfants qui sont très vulnérables. On appelle ça les enfants fantômes, le trafic d'organes et compagnie. Je voulais parler du Burkina Faso qui a mis en place une application, un service SMS qui permet aux enfants d'être enregistrés à la naissance par la sage-femme. Il reçoit un bracelet, les parents reçoivent un bracelet à bulles où il y a toutes les informations et la sage-femme envoie un SMS crypté à la mairie tout simplement pour que les données soient là. Et après, il a une trace. Pourquoi aujourd'hui on ne s'inspire pas des réussites et de ce que font les autres pays à côté qui ont les mêmes problèmes que nous pour finalement travailler en synergie? C'est ma question. Allez-y, monsieur Adeline. Bien, merci. Bien, madame, ça nous donne peut-être l'occasion de revenir à ce que nous disions au départ.
en nous mettant ensemble, je pense que, quand je prends là, vraiment, je vais être peut-être plus direct, la dimension de la CEDEAO. Nous sommes aujourd'hui 15 pays. Et quand je mets le Maroc, qui vient de rejoindre, nous sommes 16 pays. Et quand vous prenez ces 16 pays, vous faites le point de l'existant, vous allez vous rendre compte que chacun des pays a un avantage sur un point spécifique. Donc, si nous partons de cette entité, en nous assurant d'avoir identifié dans chaque État les éléments les plus importants, les forces de chacun de nos États, nous sommes convaincus que nous allons pouvoir tirer l'Afrique vers le haut. Donc, quand je parle de l'Afrique, bien sûr, l'Union africaine. En partant de ce noyau dur, je suis convaincu. Et l'Afrique, parce que quand on dit effectivement, c'est quand même le continent de l'avenir, parce qu'en Afrique, tout est à faire. Dans les pays européens, aujourd'hui, quand je prends les infrastructures, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à faire? Chez nous, tout est à faire, dans tous les domaines. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, c'est pour ça que nous parlons effectivement de coopération, de co-construction, parce qu'il y a quand même du business à faire dans ce territoire, parce que le territoire est presque vide, vierge, de ce point de vue. Et en perpétuel, quand on prend la démographie également, c'est une population dans laquelle la plupart est constituée d'une jeunesse. Donc, de ce point de vue, je pense que, et moi, je suis convaincu, c'est pour ça que je disais à Diallo, je pense que la prochaine fois, il est bon vraiment d'inviter les structures sous-régionales. Parce qu'il n'est pas bon. En fait, quand on prend ces chantiers, je suis très gêné, moi, quand je vois les partenaires au développement, je vais citer ceux avec lesquels nous travaillons de façon plus rapprochée, l'Union européenne, la France, bien sûr, à travers l'AFD, la Banque mondiale, le Fonds monétaire. Mais quand on voit les différents projets qui sont dans les États, quelquefois même dans les mêmes États, plusieurs ministères qui sont appuyés sur les mêmes projets. Lorsque ces investissements, nous les transférons aux organismes sous-régionaux, nous sommes sûrs d'avoir plus de valeur ajoutée, plus d'efficacité, plus d'efficience, plus de pertinence. Donc il est bon de déplacer cela. Parce que le monde aujourd'hui est devenu un village. Nous avons eu l'avantage, les premiers textes de la CEDEAO, les premiers protocoles remontent des années 75-76. Donc nous avions des acquis. C'est vrai qu'ils n'ont pas été consolidés par le temps, malheureusement. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que nous sommes convaincus qu'aucun des États n'est viable seul. Aucun. Donc là, nous sommes dans cette salle, même les pays de l'UEMOA. Quand j'écoute mon ami du Bénin, il y a des projets en Côte d'Ivoire, il y a des projets au Bénin, il y a des projets au Burkina. Si ces projets étaient centralisés au niveau de l'UEMOA, parce que ce que j'ai dit au niveau de la Banque centrale, nous avions des limites réglementaires qui ont fait que dans les systèmes de paiement, nous avons pu avancer, mais les télécoms, comme nous n'étions pas compétents pour les différer en matière de télécommunication, chacun des pays allait. Le Sénégal a ses textes sur la liberté, sur la protection des droits individuels, le Burkina en a, le Bénin en a, le Niger en a. Vous imaginez, le jour où nous allons nous asseoir pour pouvoir harmoniser, normaliser cela, ça va être très difficile. Mais si nous étions partis à la base ensemble, le travail aurait été plus simple. Aujourd'hui, nous avons des noms. C'est vrai, au-delà de la réglementation, il faut aussi avoir à l'esprit, bien sûr, la normalisation, l'harmonisation et la certification qui peut être faite au niveau sous-régional. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives, on voit dans tous les pays. Donc vous allez aussi pouvoir construire là-dessus. Mamadou, je pense qu'il y a des messages, il ne nous écoute pas. Et Monsieur Diallo, il y a des messages pour le sommet d'Abidjan, là, globalement. Voilà, c'est très bien. D'autres questions? Alors, il y a Monsieur en bleu qui avait levé la main depuis tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Chrysostome. Je suis formateur en MBA à l'Institut Léonard de Vinci pour tout ce qui est gouvernance de la donnée. Donc ma question peut-être serait pour l'ensemble des panélistes, puisqu'en parlant de la réaction de M. Adjovi, puisqu'il a dit « n'ayant pas peur », tout ça s'est mis dans les bases de données, c'est très bien. Mais au-delà de ça, il a été aussi cité le mot confiance et sécurité. Donc à ce moment-là, ma question serait, pensez-vous que la confiance soit un état de fait? On n'a pas très bien compris votre question à la fin. La question est, est-ce que pensez-vous que la confiance soit un état de fait? Est-ce qu'on doit l'accepter comme tel? La confiance, c'est un état de fait. Je crois qu'on a déjà grandement répondu à la question, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit être construit autour d'un cadre légal, on l'a vu, autour d'un cadre plus réglementaire, avec des sanctions pour les entreprises. Je pense que ce n'est pas un état de fait, c'est quelque chose sur lequel on doit être vigilant. J'essaye de résumer ce qui a été dit, quelque chose sur lequel on doit être vigilant, mais qui ne doit pas empêcher d'avancer. Monsieur Grisonnange, vous aviez un point à ajouter. Oui, j'ajouterais peut-être un autre mot-clé, qui est transparence. Parce que, monsieur l'a dit, depuis la loi informatique et liberté en France, les entreprises ont l'obligation de dire ce qu'elles font,
de dire ce qu'elles collectent, pourquoi elles le collectent, et elles n'ont pas le droit de faire un usage différent. Donc, on a évoqué la situation de pays différents. Le Bénin a décidé de donner une identité unique à chaque personne. Nous, en France, il y a quelques années, on a retoqué le projet du gouvernement qui était de délivrer une carte nationale d'identité électronique à chacun. Donc bon, Montaigne disait vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà. Hein. Bon, en Belgique, vous allez en Belgique, c'est pas bien loin d'ici. Okay. Vous allez en Belgique, la carte d'identité est obligatoire. Tout le monde a une carte d'identité qui en plus possède un certificat de signature. Et c'est obligatoire dès l'âge de 7 ans ou 12 ans, je ne sais plus. Bon, donc si vous voulez, l'important c'est que le modèle soit clair, hein, que la confiance soit établie, et elle ne peut s'établir que par la transparence. Merci beaucoup, André. Allez, encore une dernière question. Ce qu'on me dit que c'est... Voilà, je négocie, mais une question. Alors, bonjour, Daniel Maniscalco. Je suis co-créateur d'une solution digitale cognitive pour formaliser les concepts innovants. Et effectivement, la question de l'identité et des données personnelles est très importante pour toutes les activités économiques ou sociales. La question que je souhaiterais poser à tous les intervenants, c'est sur l'appropriation des populations par rapport à ces éléments que sont l'identité numérique et la protection des données. Est-ce que vous avez des expériences ou des perspectives d'appropriation par les populations sur ces deux sujets importants ? Alors, quelle appropriation et quels bénéfices aussi ils en retirent, les populations ? Est-ce qu'un des pays veut répondre ? Enfin, dans les pays, je compte le Sénégal. Pour moi en Afrique, tout le monde s'est approprié une identité numérique. C'est son numéro de téléphone mobile. Et je crois qu'effectivement, les opérateurs... Vous allez au Sénégal, vous donnez votre 77, et puis voilà, vous allez... Hein, voilà. Ce que je peux juste rajouter pour nos amis des pays africains, c'est de profiter aussi de toutes les erreurs que nous, on a commises et de ne pas les recommencer. Hein. Parce qu'en France, on a été champion et on n'est encore pas très très bon pour avoir X sites différents. Hein. Je ne vais pas rappeler ici parce que bon, on est dans les locaux, mais mon service public, mon machin, mon truc. Hein, bon. Donc voilà, ne refaites pas les mêmes erreurs. Non, moi, je crois qu'on sous-estime la capacité d'appropriation par les populations des services numériques. Et on le fait parce que, en fait, la qualité des réseaux n'est pas très bonne, donc c'est pas facile d'utiliser. À partir du moment où on règle le problème de la qualité des réseaux, où on met en place la confiance à travers une bonne sécurité, à la fois des bases de données et du traitement des données, on va voir ce qu'on a vu pour les téléphones mobiles. Aujourd'hui, la majorité des téléphones mobiles au Bénin, et je pense aussi sur le total de l'Afrique, ce ne sont pas des smartphones, soyons clairs, ce sont encore des GSM 2G. Mettons en place une politique pour qu'il y ait des smartphones partout, à bas prix, à des prix qui soient abordables au niveau des populations, et vous verrez, les gens auront des smartphones dans leurs mains et vont utiliser ces services. Ce n'est pas très difficile, et regardez les startups que nous avons, ce n'est pas très difficile de trouver des services qui soient la solution à des besoins aujourd'hui, en ville et dans les campagnes. J'ai confiance dans la réaction des populations par rapport à l'adoption de ces services-là. Je crois qu'effectivement, les opérateurs télécoms ont été parmi les premiers avec les banques à avoir des contraintes en termes de connaissances clients, où un opérateur donc Sofrecom, on est filiale d'Orange. Quand je échange avec les filiales Orange, partout, on a nécessité de connaître nos clients et d'avoir une preuve de l'identité de nos clients. Après, avec un certain nombre de limites aussi, parce que voilà, c'est une photo de carte d'identité, mais on a besoin d'avoir une preuve de l'identité de nos clients. Donc, quand il y a un service au bout, on a l'identité. Alors, je crois que... Maître, dernier mot, parce que je pense que je vais me faire tirer les oreilles après. Alors, moi, je voudrais juste rebondir sur une petite chose. Est-ce que nous sommes propriétaires de nos données? Et la question, je la laisse au public, parce qu'en fait, tout tourne autour de ça. C'est bien l'appropriation. Mais est-ce que nous sommes propriétaires de nos données?